Bienvenue au rendez-vous du 19h sur Ezaï TV. Voici le sommaire. Les syndicalistes refusent de négocier avec le gouvernement et exigent le paiement intégral des salaires des travailleurs. Les membres du conseil d'administration de l'agence pénitentiaire bientôt installés. Une décision prise en conseil des ministres ce mercredi. Suite à la célébration de la journée internationale de la langue maternelle, l'ancien ministre de l'alphabétisation sous le régime Yahi revient sur les actions menées par son équipe. Bonsoir à tous. Syndicats et gouvernement viennent de se tourner le dos. Pour cause, les confédérations exigent le renoncement des défalcations opérées sur les salaires de certains travailleurs et paiement intégral d'autres agents qui attendent toujours leur salaire. Conditions nécessaires avant toute négociation franche et responsable. De même, ces syndicats déplorent la mauvaise foi du gouvernement qui, selon eux, gâche tout développement économique et politique. L'agence pénitentiaire du Bénin a été mise sur pied pour la conduite de la politique pénitentiaire du gouvernement. Après sa création en décembre dernier, le Conseil des ministres de ce mercredi 21 février 2018 a décidé de l'installation des membres du conseil d'administration de la dite agence. Selon le point de presse du ministre Djogbenou, l'installation des membres du conseil d'administration de l'agence pénitentiaire va permettre d'engager de façon diligente la mise en œuvre de la politique pénitentiaire du gouvernement. Suivons ensemble le ministre Joseph Djogbenou pour plus d'explications. L'agence pénitentiaire du Bénin a été créée par le gouvernement en décembre 2017 en vue d'assurer une gestion déconcentrée et efficiente du patrimoine et des ressources dans ce secteur et d'asseoir une administration pénitentiaire pertinente. L'installation du conseil d'administration de cette agence permet d'engager de façon diligente la mise en œuvre de la politique pénitentiaire du gouvernement. En perspective, l'accentuation des efforts en vue de l'amélioration des conditions de détention dans notre pays en les élevant aux normes internationales prescrites en la matière. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, est instruit à l'effet de conduire efficacement ces réformes. La représentation au Bénin de l'Organisation internationale non gouvernementale Coétienne Direct, AID, a inauguré dans l'après-midi de ce mercredi une adduction d'eau villageoise à Logozoré afin de mettre fin aux souffrances des populations de cette localité. Sobre mais rythmée d'animation folklorique, la cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation de l'AID Bénin. De vives émotions rythmées de cris de joie pour exprimer une euphorie sans pareille. Une félicité extatique qui puise sa légitimité de l'apport d'eau potable par la représentation au Bénin de l'Organisation internationale non gouvernementale coétienne Direct Aid aux populations de Logozoré. Ces dernières, longtemps confrontées au parcours de dizaines de kilomètres pour obtenir de l'eau, ont vu le 21 février 2018, dans une béatitude, leur calvaire conjugué au passé. Festive et culturelle, la cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des populations bénéficiaires, des responsables religieux et des autorités communales de Savalou et de Glazoué. Sans l'eau, la vie n'existe pas. Et c'est à juste titre que vous avez mis les petits plats dans les grands pour qu'aujourd'hui, une partie de notre population soit comptée parmi les bénéficiaires de vos différents projets. Que Allah le Tout-Puissant vous en remercie et vous encourage davantage. Nos partenaires de l'association humanitaire Direct Aid l'ont fait sienne en donnant gracieusement la vie à toutes les populations de Logozoré en détresse depuis des lustres. Le fait se dénonce de lui-même car la rivière Clou, qui nous gratifie de son eau, n'arrive plus à abriter les alevins.
Les réalisations de cette adduction d'eau villageoise s'est rendues possible grâce au professeur Dodi Amouzuvi qui, étant en panne d'eau dans la localité, lors d'une traversée, a senti le besoin, voire l'obligation, d'œuvrer à l'apaisement des souffrances de ces populations dépourvues d'infrastructures d'eau potable depuis des décennies. Les populations lui en sont reconnaissantes, mais aussi et surtout louent de façon messianique Direct Aid Bénin et implorent sa clémence pour la concrétisation d'autres actions caritatives. Si on vers le fil, ben on tolis si on tout va film, on nous vient ailleurs. Et là, il y a sommet non golo. Ben non, il douce le 3 km, 4 km. Chon wa. Bon, we non bon, we nous. Bon, souvent, je ne m'aide à sommet, on nous vient non à sommet go. Bon, mi ka de kon le son, on kaka. Film ton et kako son. Film ton vient et film ton soit et kako son. Bon, dans mina je me dis mais mi ton et dit. Bon, na rensi wa ni mi lo logo no. Bon, ainsi on moni mi to. Ben vivini mi kaka. Bon, les mina dokwa mi so ton wa. Ple logo no ton cholo kudoni we. Bon, beta, yon nous beta vivote. Le kudoni we. Nous ne pouvons que féliciter l'initiateur, celui qui a eu le génie et qui a dit, il ne boit pas ici, mais il a dit, vous allez boire, vous allez vous laver. On n'a qu'à prier pour lui et prier pour tous les directeurs d'Arrête Aïdé, depuis Dassa, Glazoué et Savalou jusqu'à Cotonou, en allant jusqu'au Koweït, pour leur dire, Dieu n'a qu'à leur rendre grâce parce que l'eau est la source de vie. Nous sommes renseignés, on nous a dit Comé est exemplaire. Et puisque Comé est exemplaire, nous n'allons pas dire nous allons œuvrer pour dépasser Comé ou égaler Comé. Mais nous allons sur le pas des gens de Comé pour faire bon usage de cet ouvrage. Les populations sont accompagnées dans l'hygiène, l'assainissement et l'amélioration du cadre de vie. À travers cette action, l'organisation internationale koweïtienne Direct Aid Bénin vient de prouver une fois de plus sa dévotion et son engagement à voler au secours des populations les plus démunies sur l'ensemble du territoire national. Les bailleurs de fonds, ils ne connaissaient pas où se trouve le Bénin. Mais ils vous aiment beaucoup et ils aiment toujours de vous joindre et de vous assister. Et sur certains, ils sont très heureux dès que vous êtes heureux. Parce que notre religion, c'est ça le but de notre religion, d'atténuer la souffrance pour les autres, n'importe quels les autres. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureux parce que je suis en train de voir la joie sur les visages de nos mamans et de nos sœurs et de nos frères et de nos papas. Vous savez qu'on ne peut pas rentrer dans les maisons sans taper les portes. Et vous savez que les portes, il y a des clés pour les portes. Je vous avoue aujourd'hui que sans professeur Amouzuvi, je ne peux pas savoir où se trouve le Gozoé. Il a réussi de s'aimer le blé de l'amour de ce village dans notre cœur. Ce qui nous pousse à réagir vite. Direct Aid s'inscrit constamment dans la dynamique d'accompagner les gouvernements africains dans leur politique de lutte contre le triangle de la terreur, à savoir pauvreté, ignorance, maladie. Cette ambition se traduit au Bénin à travers la prise en charge de plusieurs orphelinats, la construction et la gestion d'écoles maternelles, primaires, collèges et lycées, la mise en service d'hôpitaux modernes, des dons divers, des microcrédits aux couches défavorisées, la formation professionnelle et la promotion de l'emploi. La 19e édition de la Journée internationale de la langue maternelle a été célébrée ce mercredi 21 février 2018. Au Bénin, l'intégration de ces langues dans le système éducatif peine encore à se concrétiser. Rencontré hier à Ouida, le professeur Roger Gbeyonvi, ancien ministre de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales sous le régime Yahi, rappelle les actions menées par son équipe en son temps. Lorsque j'étais ministre, vous y avez fait allusion tout à l'heure, j'ai refait faire la carte linguistique de notre pays par des spécialistes de la question. J'ai compté 62 langues. Attention, 62 en étant le plus généreux possible, en étant le plus consensuel possible. Parce que lorsqu'à partir d'une langue, vous en comprenez 2 ou 3 ou 4,
Bon, j'avoue que les 2, 3 ou 4 langues que vous comprenez à partir de votre langue maternelle béninoise ne doivent pas être comprises, comptées comme des langues à part. Mais nous l'avons fait pour ne frustrer personne. Parce que le goût de Porto Novo ne va pas accepter qu'on lui remette entre les mains un syllabaire fond sous prétexte que non, mais à partir du fond, tu comprends le goût. Et le fond ne va pas accepter au départ qu'on lui remette entre les mains un syllabaire goût sous prétexte que lorsqu'on parle goût, il le comprend, il peut donc apprendre à lire et à écrire, car c'est de ça qu'il s'agit, à partir d'un syllabaire qu'il comprend. Bon, nous avons compté toutes les langues comme étant des langues en soi, des langues maternelles en soi et indépendantes, autonomes. Alors les gens posent des cris d'orfraie. Mais comment, monsieur, nous allons apprendre 62 langues? Personne n'a demandé à personne d'apprendre 62 langues. Mais il faut que chacun dans son village apprenne à lire et à écrire sa langue maternelle. Et vous prenez un enfant de 3 mois, pardon, un enfant de 3 ans, je peux vous jurer tous les dieux que vous voulez, les dieux importés comme les dieux locaux, au bout d'1 an, au maximum, il a appris à lire et à écrire et à compter dans sa langue maternelle. Et c'est à partir de là que vous pourrez en faire un génie. J'ai écrit récemment, permettez-moi de me faire un peu de publicité, une chronique intitulée « Pourquoi l'Afrique bavarde et n'a pas de génie ?» Mais l'une des raisons, c'est celle-là. Après cela, nous avons revu l'alphabet des langues maternelles béninoises. Et nous avons conçu, nous avons corrigé l'alphabet qui existait. Et il y avait une 5e édition. Nous avons fait une 6e édition qui est complète. À partir de cet alphabet-là, vous pouvez lire et écrire toutes les langues du Bénin. Voilà la 2e action. Nous l'avons fait d'ailleurs adopter au Conseil des ministres. 3e action dont je me souviens avec une grande satisfaction, c'est ce que j'ai appelé pique-nique linguistique. Nous avons imaginé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre les Béninois que nous ne sommes pas des rêveurs? Eh bien, nous avons pris de tous les départements du Bénin, de toutes les communes et de toutes les localités, 77 communes et localités, nous avons demandé qu'on nous envoie des enfants, des écoliers passant au CM2. Ceux qui sont venus du Nord, nous les avons parqués, pour ainsi dire, à Porto Novo, pour qu'ils voient autre chose que les montagnes et les collines. Et ceux qui sont venus du Sud, nous les avons parqués à Natitengo pour qu'ils voient autre chose que la mer et qu'ils voient un peu de collines et même les chaînes de l'Atakura. Et nous leur avons demandé, nous prenons tout en charge pendant 3 semaines. Absolument tout. Et vous nous donnerez, chers enfants, 2 heures par jour pour apprendre à lire et à écrire vos langues maternelles. Et la plus importante a été celle-là que nous avons conçue comme un jeu et qui s'est avéré, ma foi, un jeu fantastique. Un jeu que les enfants ont adoré et que ceux qui les ont accompagnés ont adoré aussi. Nous étions partis pour répéter ça tous les ans et puis vous savez ce qui est arrivé à ce ministère. Restons avec le professeur Gbeyonville qui expose cette fois-ci les résultats des actions menées lors de son passage dans ce département ministériel. Le rapport qu'on m'a fait est qu'au bout de 3 jours, ils savaient déjà écrire et lire leur langue maternelle. Je vous dis bien, au bout de 3 jours, parce qu'ils savaient lire et écrire l'une des langues du monde. Donc il a été très facile pour eux d'entrer dans leur langue maternelle par l'écriture. Et ils en étaient si heureux, mais qu'ils nous faisaient venir les larmes aux yeux. Nous, dans notre laboratoire à Cotonou, nous avions pensé beau, nous avions pensé grand, mais pas si beau, pas si grand. Et je me rappelle, je ne vais pas pleurer, le discours final que m'a tenu une jeune fille en Yoruba, à Natitengo. Elle était si éloquente en lisant son texte en Yoruba que moi qui ne comprends pas un seul mot de Yoruba, mais j'ai cru comprendre tout ce qu'elle disait. Je suis allé l'embrasser en lui disant, vous demain, il faudra compter avec vous pour les débats politiques dans ce pays. J'aimerais bien la retrouver, mais je ne l'ai pas. Non, les enfants étaient heureux. Permettez-moi, à l'occasion de votre interview, de tirer un coup de chapeau à mes collaborateurs. Parce que vous savez, un ministère, un ministre, le ministre est un chef d'équipe. Et le ministère, c'est le terrain. Je crois avoir été un chef d'équipe qui s'est entouré de gens compétents parce que le chef de l'État m'avait confié une mission nationale et une mission que j'ai considérée comme une mission cruciale. Je les félicite. Pendant 11 mois, eh bien, nous n'en dormions pas.
Le service de la régie principale de la mairie de Cotonou, qui s'occupe essentiellement des recettes non fiscales de la ville, joue un rôle important dans le budget de la commune. Quelles sont les sources de recettes qui alimentent le budget de la ville et en quoi l'opération de déguerpissement pourrait impacter la prestation de ce service? Suivez donc. Ce service est dénommé service de la régie principale des recettes. Bon, il faut dire que c'est deux réformes, j'allais dire, successives qui nous ont conduit à cette dénomination. Parce que jadis, c'est un service qu'on appelle un service marchand. Après, devenu service des recettes propres et aujourd'hui appelé service de la régie principale des recettes, qui s'occupe essentiellement du recouvrement des recettes non fiscales de la ville. Lorsque pas des recettes non fiscales, il faut savoir simplement que pour fonctionner, la ville a besoin d'un budget. Alors, quelles sont les sources de recettes qui alimentent le budget de la commune? Principalement, vous pouvez distinguer trois sources. Il y a les recettes fiscales, c'est-à-dire c'est les impôts que vous payez, dont le recouvrement est confié au préposé de l'État, c'est-à-dire la Direction générale des impôts. Nous payons peut-être une contrepartie pour contribuer au fonctionnement de ces structures-là, mais ils recouvrent les impôts pour le compte de la ville. C'est ça que nous classons dans la catégorie des recettes fiscales, c'est-à-dire la patente, la licence, les contributions foncières des immeubles bâtis ou non bâtis. Donc voilà ce que l'opération qui a été menée contribue à la salubrité de la ville, à l'assainissement de la ville. Si la ville pourrait gagner ça, parce que je vais vous donner l'exemple, la comparaison est simple. Lorsque les occupants étaient sur ces espaces publics-là, et comme je vous ai dit, l'administration ne fait pas de commerce, combien de redevances on recouvrait? Je donne un exemple, si je recouvre auprès de ces usagers 1000 francs, maintenant si l'entretien des ouvrages d'assainissement, la salubrité, ça va me sur la même portion de domaine occupé, si l'entretien et la salubrité doit me revenir à 2000 francs, qu'est-ce que je fais? C'est dit que vaille, je donne satisfaction. Mais aujourd'hui, même si ça a un impact sur l'amélioration des recettes de la ville, mais si l'impact là, on peut penser que c'est un impact négatif, il y a le positif que nous avons sur l'assainissement de la ville, sur la salubrité de la ville. Donc, en contrepartie, quand je mets les deux dans la balance, je trouve que il n'y a pas à polémiquer, il n'y a pas à se plaindre pour dire que ça nous a créé des mains, mais en mettant les deux sur la balance, il y a le cadre de vie des populations qui vient d'être amélioré, qui vient d'être assaini. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.